l'État pas jamais servi. Les peuples qui tout unis, malheureux qu'a péri, ça pas qu'à jouer la vie. Mais l'État bien placé pour le craser, briser l'aile, terre pipiti, pour faire la bourgeoisie plaisir. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue dans cette session, dans cet événement parallèle à l'Assemblée annuelle des États partis au statut de Rome qui se tient justement virtuellement pour les raisons que tout le monde connaît. Nous allons avoir une session d'environ 2 heures avec 3 panélistes que je vais vous présenter tout de suite. Et le débat va tourner autour du sujet de quel avenir pour la justice pénale internationale au regard de l'expérience de l'Afrique. Ce débat qui se veut interactif, on a d'abord la présentation de 3 pénalistes et je vais demander à ce que chacun prenne au maximum 10. Oui. On va avoir 3 panélistes. Le premier panéliste, c'est bel et bien Ali Ouattara. Il est de la coalition ivoirienne pour la CPI de Côte d'Ivoire. Je disais également qu'il est président du réseau Equitas Côte d'Ivoire. Il occupe aussi d'autres fonctions, notamment il est expert formateur auprès des universités en matière de droits de l'homme. Il est directeur de publication du magazine l'AE. Il est également écrivain, notamment il est auteur du livre Côte d'Ivoire, mariage d'amour, mariage de raison. Le deuxième panéliste, c'est Madame Nigna, née Sonda Prudence Julie, que je vais présenter très brièvement également. D'abord, elle est une juriste de formation avec une grande expérience au sein de la magistrature, notamment au Burkina Faso. Elle est actuellement conseillère à la Cour d'appel de Ouagadougou, mais aussi elle a occupé d'autres postes, d'autres fonctions au sein de la magistrature de son pays. Elle est notamment très active au sein de la société civile où elle est associée ou affiliée à plusieurs organisations avec lesquelles elle travaille, notamment pour la promotion et la protection des droits humains. Elle a une expertise très confirmée en matière judiciaire, mais aussi en matière de droits de l'homme, droits de l'enfant, droits de la femme, droits fonciers et j'en passe. Et le troisième panéliste, ça c'est là, Maître Lambert Nigarura. C'est un avocat burundais. Il est actuellement président de la coalition burundaise pour la CPI. Il est également membre du collectif des avocats Justice for Burundi, qui représente les victimes des crimes internationaux qui ont été commis au Burundi, notamment auprès de la CPI et auprès d'autres mécanismes de protection des droits de l'homme. Il est actuellement en exil à la répression des défenseurs des droits humains qui se sont abattus sur les opposants politiques et défenseurs des droits humains burundais. Et sans tarder, j'invite M. Ali Ouattara à pouvoir faire sa présentation. Je me dis qu'il va respecter les 10 minutes pour permettre un débat interactif. Au maximum, il pourra peut-être aller jusqu'à 15 minutes, mais j'aimerais que ça ne dépasse pas 10 minutes de préférence. Après quoi, on va inviter Madame Prudence Julie ainsi que Lambert Nigarura pour la suite des présentations. Après quoi, on va avoir un débat interactif. La parole est à vous, Monsieur Ali Ouattara. Merci beaucoup. Je voudrais préciser que dans le conducteur, il était prévu que je passe un petit mot
les émissions à ma qualité de coordinateur de coalition de l'Afrique francophone. Donc, Oui. en cette qualité, je vais donc dire que la coalition d'Afrique francophone pour la CPI existe depuis bientôt 1 an. Donc, c'est un groupe qui est composé essentiellement de coalitions qui ont en partage la langue française. Sa création s'explique par la volonté d'être plus efficace dans le travail de lutte contre l'impunité, de faire entendre la voix des francophones partout où besoin sera, de faire un travail en synergie quand on sait que la quasi-totalité des pays en situation sont dans les pays francophones. La CPI ayant un double rôle, à savoir le volet préventif et le volet répressif, les coalitions de l'Afrique francophone pour la CPI ont initié depuis quelques mois une campagne de plaidoyer auprès du bureau du procureur à travers des communiqués, déclarations et appels pour demander à la procureure d'envoyer un signal fort aux acteurs politiques des pays africains qui devraient organiser des élections présidentielles. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de Burkina Faso, etc. C'est donc le lieu de dire merci à la procureure et à son bureau qui a entendu notre appel et donc a envoyé des messages forts à la classe politique de ces différents pays, ce qui a certainement évité ou réduit la commission des crimes graves pré- ou post-électoral dans ces pays concernés. Ce qui m'amène maintenant à parler du thème du jour. Quel avenir pour la justice pénale internationale au regard de l'expérience de l'Afrique? Donc, je vais dans un premier temps parler je vais faire un bref résumé de la situation en Côte d'Ivoire et en Guinée, puisqu'on m'a demandé de parler de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Ensuite, je vais parler un peu de quelques résultats globaux du travail de la CPI. Puis, je vais m'attarder un peu sur quelques défis et problématiques avant maintenant de venir sur les différents avenirs de la justice pénale internationale, notamment de la CPI en Afrique. Et puis, je vais conclure. Donc, voilà un peu le plan de mon exposé. Depuis l'entrée en vigueur du statut de Rome de la CPI, plusieurs actions ont été menées par la CPI dans les États partis comme dans les États non partis. Il s'agit d'examens préliminaires, d'enquêtes, de mandats d'arrêt, de sommations à comparaître, de procès, d'assistance aux victimes, de réparation, etc. Malgré ces actions, le bilan de la CPI est resté mitigé. C'est l'espoir déçu des victimes, ce sont les procès interminables, ce sont les verdicts qui sont en deçà des attentes, ce sont des enquêtes qui n'aboutissent pas et qui ne concernent qu'un seul camp. C'est la politique très souvent qui s'invite dans le fonctionnement de la CPI ou dans les décisions de la CPI. Alors, face à ce tableau, quel peut être l'avenir de la CPI en Afrique? Quel peut être l'avenir de la justice pénale internationale en Afrique et particulièrement, pour mon cas, en Côte d'Ivoire et en Guinée? Je vais donc faire un bref résumé de la situation en Côte d'Ivoire et en Guinée que tout le monde connaît de façon générale. En Côte d'Ivoire, après la crise post-électorale, tout l'arsenal judiciaire ivoirien était à plat. Tous les regards des victimes étaient tournés vers la justice internationale afin que la vérité soit sue et la responsabilité des différents acteurs de la crise post-électorale soit située. C'est à la faveur de sa reconnaissance par le gouvernement de Laurent Gbagbo en 2003 que la CPI a pu venir officiellement en Côte d'Ivoire. Elle a été régulièrement présente dans ce pays depuis l'ouverture d'une enquête le 3 octobre 2011. Cette enquête a donc permis l'émission de 3 mandats d'arrêt, suivis de procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé,
qui s'est soldé par un acquittement. Notons que le bureau de la CPI à Abidjan est opérationnel et des séances de sensibilisation, de formation et d'information sont initiées par ses agents à l'endroit des victimes de la société civile et des acteurs étatiques. Quant à la Guinée, il faut noter que depuis 2009, la CPI a ouvert un examen préliminaire dans l'affaire du 28 septembre 2009. Mais depuis environ 3 ans, il y a un relâchement de la part de la CPI dans le suivi de cette affaire. Précisons que les enquêtes ont été clôturées depuis le mois de juin 2019. Mais jusqu'à présent, c'est l'incertitude quant à l'ouverture du procès. En principe, la CPI devrait exercer une certaine pression sur l'État guinéen afin que le procès se tienne, mais également que les victimes obtiennent une indemnisation provisoire de la part du gouvernement guinéen. Je vais donc parler de quelques résultats globaux du travail de la CPI. L'existence de la CPI et ses actions sur le terrain ont contribué à la réduction de crises de masse dans le monde et particulièrement dans les États parties et en Côte d'Ivoire et en Guinée. Les victimes ont pu recevoir assistance et réparation. La mise en œuvre du statut de Rome dans certains États parties et également l'introduction dans le Code pénal et de procédure pénale de dispositions du statut de Rome. Il y a des mandats d'arrêt qui ont été émis, des procès ont pu avoir lieu et sont en cours, mais la quasi-totalité des verdicts prononcés par la CPI reste insatisfaisante, car elle a toujours réduit considérablement les charges contre les personnes poursuivies. C'est le cas, par exemple, de Ndiolo Chui et de Ntaganda et Owen. Donc, à cause de cette politique du procureur de la CPI, qui a adopté une politique de poursuite à minima, plusieurs victimes ont été abandonnées. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on a le sentiment que la CPI ne poursuit que dans le camp des vaincus et laisse les présumés criminels qui sont dans le camp des vainqueurs en toute liberté. À ce jour, certaines décisions rendues par la Cour sèment le doute chez les victimes et certains observateurs. On peut mettre ses faiblesses sur la jeunesse de la Cour, tout en espérant qu'elle va acquérir une certaine maturité dans les prochaines décisions, avec une jurisprudence bien établie. Quels sont donc les défis et les problématiques? Ni l'adhésion de la Cour pénale internationale, ni le système du statut de Rome ne sont universels. Sur les 123 États actuellement qui ont ratifié le statut de Rome de la CPI, sont notamment absents plusieurs pouvoirs clés, dont 3 des 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces pays clés du Conseil de l'ONU, étant donné que le Conseil de sécurité a le pouvoir de renvoyer les situations de la CPI et de reporter les enquêtes, l'ensemble des 3 titulaires du droit de veto du Conseil de sécurité est souvent soulevé comme une enfreinte à la légitimité et de l'autorité de la Cour. On peut également souligner le bras de fer entre l'Union africaine et la CPI. On peut aussi faire état des sanctions américaines contre la procureure et un membre de son bureau. Tout cela met à mal le travail et la crédibilité de la Cour. Notons également le manque de coopération de certains États, puisque la CPI n'a pas de police ni d'armée. Et donc, l'exemple du mandat d'arrêt émis contre Omar Béchir est une bonne illustration. Il y a aussi le manque de confiance dans la Cour, car à tort ou à raison, la performance de la Cour, en particulier la durée de ses enquêtes et de ses procès, sa stratégie de divulgation et de communication n'étant pas toujours adaptée au contexte local, ont conduit certains États à remettre en question sa légitimité et sa valeur ajoutée. Pour que ce système de justice pénale internationale réussisse,
La Cour doit bénéficier de la coopération de tous les États, partis ou non partis, et elle doit aussi s'améliorer. Une Cour indépendante, efficace et équitable rétablira la confiance dans ce système et pourra encourager des ratifications ultérieures. Notons enfin, au niveau des défis et problématiques, le manque de connaissances, le manque de capacités techniques, le rôle et la valeur ajoutée du système du statut de Rome, surtout de la CPI, ne sont pas bien maîtrisés et souvent mal compris à tort. Enfin, mon dernier point va parler de l'avenir de la CPI, l'avenir de la justice pénale internationale en Afrique. Cet avenir-là, c'est la complémentarité avec les États. C'est également la domestication. C'est la mise en œuvre du statut de Rome dans les États à travers les enquêtes nationales sur les crimes qui sont du ressort de la CPI. C'est aussi la coopération avec les États, partis comme non partis. L'avenir de la CPI réside également dans la délocalisation des procès dans les pays en situation, ce qui permettra d'être plus proche des victimes. Cet avenir, c'est aussi la possibilité d'enquêter sur les ressortissants de tout pays, quel que soit son statut. C'est aussi, et certainement, de faire accepter par tous l'impartialité de sa mission. C'est également d'émettre des mandats d'arrêt contre tous ceux qui ont commis des crimes graves en Côte d'Ivoire, par exemple, et en Guinée, quel que soit leur camp. Il s'agira, pour l'avenir de la CPI, en Côte d'Ivoire, par exemple, de la capacité de la Côte d'Ivoire et de la Guinée à obtenir une complémentarité positive pour initier des procès équitables vis-à-vis de tous les présumés auteurs. C'est également la capacité de la CPI à répondre efficacement aux besoins de justice et de réparation des victimes. Enfin, pour conclure, je dirais que la création de la CPI a suscité beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, après 22 ans d'existence et 18 ans de fonctionnement, la CPI est comme tout adolescent en devenir. Les défis sont donc nombreux et des erreurs ont pu être commises. Il faut donc aider la CPI à surmonter les épreuves et à corriger ces erreurs. La CPI, c'est l'espoir pour une justice universelle, pour une paix durable et un développement permanent de nos États. Il faut souligner que l'impunité qui prévaut pour les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité a de graves répercussions sur la prévention des conflits et le développement durable. Au terme donc de ma réflexion, il apparaît que l'avènement de la Cour pénale internationale est salutaire en ce sens que son existence même peut être, dans une certaine mesure, dissuasive et surtout permettre une paix durable et une vraie réconciliation pour les pays en période de post-conflit. Je vous remercie. Merci beaucoup à Monsieur Ali Ouattara pour votre riche et concise présentation. J'invite pour le moment Madame Prudence Julie à prendre la parole. Merci beaucoup. Je suis heureuse de prendre part à ce panel, de parler effectivement de l'avenir de la justice pénale internationale en Afrique. Et pour emboîter le pas à mon prédécesseur, M. Ali Ouattara, qui a fait une introduction qui prend en compte toutes les situations qui se présentent dans les pays de l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest. Donc, je vais continuer pour ce qui me concerne
sur la présentation de la situation au Mali et en République de la Centrafrique. Le Mali et la Centrafrique sont deux pays en situation dans lesquels de nombreux crimes ont été commis et les victimes attendent et fondent de nombreux espoirs sur l'action de la CPI. Donc, on va essayer de faire un état de lieu dans un premier temps pour ce qui concerne la République centrafricaine et dans un deuxième temps pour ce qui concerne également le Mali, avant de faire des propositions dans l'optique de voir comment on peut améliorer la défense et la protection des droits humains à travers l'action de la CPI dans ces deux pays de manière particulière. D'abord, pour ce qui concerne la République de Centrafrique, nous avons d'abord, comme travail de la CPI, dans l'affaire Bemba Jean-Pierre, malgré certaines preuves et les témoignages des victimes, la décision rendue n'a pas été favorablement accueillie dans ce procès-là. En effet, les victimes se sentent abandonnées et désemparées et expriment comme sentiment la consécration de l'impunité, comme ce que disait M. Ali tout à l'heure. Effectivement, il y a ce sentiment d'impunité qui règne suite au verdict qui a été rendu après le procès de Jean-Pierre Bemba. Deuxièmement, dans le cadre des crimes commis par les Seleka et les anti-Balaka, des poursuites contre les auteurs ont été également engagées depuis 2013. Mais jusqu'à nos jours, ils n'ont pas encore été jugés. Les dossiers n'ont pas été jugés, les auteurs sont toujours là, malgré les multiples accords de paix et de cessation des hostilités signés à Brazzaville, dont le dernier est celui du 6 février 2019. Cet accord d'ailleurs qui a été signé à Brazzaville a prévu la dissolution des groupes rebelles, ce qui devait se faire. Il a également prévu la mise en place de la commission Vérité, Justice, et Réparation et Réconciliation. Et tout cela avait été recommandé par le forum tenu à Bangui en 2015. Mais on n'a toujours pas de résultats dans ce domaine-là. Il y a la RCA qui s'est, au niveau de la RCA toujours, elle s'est dotée d'une cour pénale spéciale, ça il faut le rappeler, avec l'appui de la communauté internationale depuis 2015. Et cela pour appuyer un peu le travail qui était fait justement pour la prévention et surtout la répression des différents crimes. Seulement, cette même communauté internationale incite le gouvernement centrafricain à négocier avec les groupes rebelles, garantissant ainsi aux chefs rebelles une sorte d'impunité de facto. C'est le sentiment encore que laisse transparaître cette sollicitation de la communauté internationale qui demande aux autorités que dans le cadre des accords qui ont été signés et pour la réconciliation, il y ait des négociations avec les rebelles. Et le sentiment, c'est comme si on allait encore protéger une fois de plus les chefs rebelles ou en tout cas les auteurs des crimes. Ce sentiment général qui se dégage laisse entrevoir les poursuites engagées par la procureure de la CPI concernant seulement les anti-Balaka, tandis que les Seleka seraient en liberté. Cela constitue une source de frustration, bien sûr, des victimes qui craignent qu'à la fin de tout ce processus-là, la décision qui sera rendue ne soit semblable à celle du procès Bemba. Et c'est vraiment la crainte des victimes et la crainte des défenseurs des droits de l'homme. Les sieurs Ngasona Edouard et Yekatom, alias Rambo, sont les deux anti-Balaka qui sont actuellement détenus par la CPI et attendent leur procès, alors que toutes les charges ont été retenues et confirmées, déjà confirmées en tout cas au niveau de la CPI. Donc on attend, on n'a pas de délai, on attend toujours que ces deux-là soient jugés et qu'il y ait des actions et dans le camp des anti-Balaka, mais également dans le camp des Seleka. Et pour terminer avec la RCA, il faut rappeler qu'il y a eu dernièrement la visite de la procureure Bensouda Fatou au niveau de Bangui même. Quoique cette visite ait été jugée très courte, elle avait vraiment suscité de l'espoir et de l'engouement au sein des populations et chez les défenseurs des droits de l'homme. Cependant, les objectifs n'ont pas été atteints et a laissé un goût d'inachevé à ces acteurs qui se posent de nombreuses questions sur la volonté ferme de lutter réellement contre l'impunité, ce qui a relancé dans une certaine mesure les critiques sur les actions partiales de la CPI. Effectivement, la visite a été faite
Elle a duré quelques heures. Malheureusement, elle était plus riche sur le plan diplomatique que sur le plan de la fermeté contre les auteurs des crimes et la poursuite contre les auteurs de ces crimes. Et vraiment, ça a laissé un goût d'inachevé. On attend toujours de voir s'il y aura une suite par rapport à tous ces crimes qui sont commis. Pour ce qui concerne le Mali, il faut rappeler que le Mali a ratifié le statut de Rome et s'est engagé dans le processus de domestication du statut de Rome à travers un certain nombre d'actions fortes sur le plan législatif et sur le plan stratégique. Législatif parce qu'il y a eu la révision du code de procédure pénale, il y a eu la révision du code pénal pour tenir compte justement des dispositions du statut de Rome. Allô? Oui, on t'entend très bien. On t'entend bien. Merci. OK. Et sur le plan stratégique aussi, il y a eu des politiques qui ont été adoptées au niveau du Mali, justement pour prendre en compte la situation, parce que vous savez qu'actuellement, le Mali est très déstabilisé par les actions des terroristes et il y a des crimes qui sont commis et les différents textes légaux ont été redimensionnés pour tenir compte de tous ces aspects-là. Il y a aussi des accords qui ont été ratifiés et signés, dont l'accord les plus importants, les accords les plus importants sur les privilèges et immunités de la CPI, l'accord pour l'exécution des peines de la Cour pénale internationale, l'accord de coopération judiciaire avec la CPI et le protocole d'accord concernant les conditions d'installation et du travail du personnel de la CPI sur le territoire malien. Parce que la situation a nécessité justement qu'on puisse ouvrir un bureau à Bamako et ce travail a été fait et il fallait justement prendre les mesures nécessaires pour permettre l'installation des travailleurs, du personnel de la CPI sur le territoire. En janvier 2013, suite à la demande des autorités maliennes, la CPI a ouvert une enquête au Mali sur les crimes présumés commis sur le territoire depuis 2012. Et depuis 2014, donc, la Cour a établi un bureau pays à Bamako. En mai-juin 2015, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger a été signé. Il prend en compte dans son article 46 certaines dispositions du statut de Rome relatives à la promotion de lutte contre l'impunité. Et en 2018, la compétence du pôle judiciaire spécialisé a été étendue aux crimes graves qui cadrent avec la compétence de la CPI. Et puis, il y a aussi la nomination d'un point focal à la commission d'enquête internationale pour le Mali. Donc, tout ça, ce sont des mesures que le Mali a envisagées justement pour tenir compte des dispositions du statut de Rome et pour la domestication de ce statut-là aussi. La situation du Mali a déjà enregistré 2 affaires, dont une engagée contre Ahmad Al-Fakid Al-Mahdi, qui a été arrêté et transféré à la cour à partir de Niamey au Niger. Et l'autre recours, c'était contre Al-Hassan, Ag Abdul Aziz, Ag Mohamed et Ag Mahamoud. Et on attend toujours également que ces 2 affaires-là soient définitivement closes. En définitive, le processus de domestication du statut de Rome présente des avancées au Mali, mais il y a des insuffisances dans sa mise en œuvre qui sont liées à des obstacles divers, dont la lenteur dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, dont j'ai parlé plus haut. Il y a aussi l'insécurité, dont j'ai parlé aussi, et effectivement les conflits intercommunautaires. Il y a aussi le Covid cette année qui a fait de telle sorte qu'il y a un retard qui a été accusé par le Fonds d'indemnisation des victimes de la CPI, alors que le programme devait être mis en œuvre dans l'année 2019. Donc, il y a eu un retard dans la mise en œuvre de ce programme-là. Dans toutes ces situations décrites dans les 2 pays, les enfants et les femmes sont ceux qui en pâtissent le plus, ce qui compromet gravement l'avenir des pays, la consolidation des droits humains et l'enracinement de la démocratie. Effectivement, ce sont les enfants qui sont embarqués dans les conflits qui sont armés
et les femmes aussi qui sont victimes de toutes sortes de violations elles-mêmes ou encore physiquement ou moralement lorsqu'elles voient leurs enfants ou leurs époux qui sont torturés dans le cadre de ces crimes-là, ou elles-mêmes qui sont violées devant leurs époux, devant leurs enfants. Donc, il faut dire que, en effet, et pour citer un exemple, jusqu'à présent, pour ce qui concerne les victimes des violences sexuelles, par exemple de la crise de 2010 en Côte d'Ivoire, les femmes n'ont pas encore été, elles n'ont pas reçu réparation pour la plupart d'entre elles, ni de prise en charge psychologique, ni médicale, encore moins une prise en charge financière. Le fonds au profit des victimes est présentement en Côte d'Ivoire, il est vrai, mais il n'est toujours pas opérationnel. Donc, du coup, les victimes attendent encore et encore d'avoir réparation et d'avoir assistance. Face à ce constat, comment redonner confiance aux populations et les rassurer qu'il y a une institution supranationale, c'est-à-dire la CPI, crédible et impartiale, qui veille sur elles, qui punit et décourage à jamais les auteurs des crimes odieux et leur obtient réparation pour leur réinsertion sociale. Parce que c'est véritablement le souci des victimes aujourd'hui. Comment obtenir réparation et comment vraiment avoir une certaine réinsertion dans la société et voir aussi la punition des personnes, la poursuite et la punition des auteurs des différents crimes qui ont été commis. Et quand il n'y a pas, ces conditions ne sont pas réunies, les victimes se sentent vraiment abandonnées, esselées et sont laissées à elles-mêmes et vivent dans la peur et dans la crainte. Et face à tous ces défis, à toute cette problématique, des propositions ont été faites pour compléter les propositions faites par mon prédécesseur. On va citer quelques-unes. D'abord, la consolidation de la coopération entre les États et la CPI pour le renforcement des capacités des acteurs de la justice, notamment les magistrats, les différents pôles judiciaires qui sont spécialisés et qui ont été créés dans les différents pays, et sur le droit applicable également à la CPI et la coopération judiciaire. Il le faut parce que la CPI n'est pas assez connue, même par les magistrats des différents pays membres et non membres, le statut de Rome n'est pas assez connu. Il faut donc renforcer la coopération entre les États, mais renforcer également la formation des acteurs traditionnels, les leaders communautaires, les parlementaires sur le statut de Rome. Il faut aussi avoir le courage, et la CPI doit encourager l'adoption d'une politique nationale de protection des victimes et des témoins des violations des droits de l'homme. Encourager également l'adoption d'une politique nationale d'assistance et de réparation des victimes des violations des droits de l'homme. Il faut et surtout travailler aussi à l'implication des femmes dans le processus de prévention et de règlement des conflits d'une part et d'autre part dans les actions de consolidation de la paix post-conflit. C'est très important parce que si les femmes ne sont pas présentes dans le processus, leur voix ne peuvent pas se faire entendre et les solutions qui vont être trouvées ne seront pas adaptées au contexte et aux réalités des différents pays. Donc, il faut que les femmes participent au processus pour pouvoir donner leur voix, pour pouvoir dire donner leur avis et pouvoir donc bénéficier de réparation, de prise en charge, d'assistance vraiment adaptée à leur situation et à leur contexte. La construction de centres d'accueil pour les femmes victimes de violences, particulièrement les violences sexuelles, où la prise en charge sera holistique et sera effective. Donc vraiment, ça c'est une forte recommandation parce qu'elles sont laissées à elles-mêmes alors qu'elles sont stigmatisées, isolées de la société. Ces centres-là pourraient permettre leur réinsertion sociale et même l'apprentissage de métiers qui va leur permettre d'être autonomes. Une autre recommandation, c'est la mise en place des fonds adaptés au contexte, aux réalités et à la situation de chaque pays, notamment pour les femmes et les enfants. Il faut aussi faire un plaidoyer pour la délocalisation des procès ou la mise en place des tribunaux spéciaux ou encore le renforcement des systèmes judiciaires nationaux. À défaut qu'on délocalise, on peut renforcer les systèmes judiciaires nationaux pour leur donner les capacités de pouvoir juger les crimes qui sont commis sur leur territoire.
il faut aussi encourager l'adoption d'une politique de communication sur la CPI pour rétablir la confiance des populations à l'égard de la CPI. Cela est nécessaire parce qu'il y a aujourd'hui une perte de confiance, une certaine, je ne dirais pas, en tout cas, un défaut de crédibilité, si on peut le dire ainsi, et la CPI est accusée de partialité, alors que sa création avait suscité d'énormes espoirs. Il faut donc travailler, il faut donc une politique de communication pour pouvoir travailler dans les différents pays afin de rétablir ce climat de confiance-là. Et il faut, en conclusion, dire que la CPI, la création de la CPI est vraiment salutaire et elle doit jouer son rôle qui permettra de prévenir les conflits dans les différents pays. Et c'est pourquoi le président a salué aujourd'hui l'appel qui a été entendu par la procureure et l'interpellation faite aux dirigeants des autres États par rapport à la préservation de la paix. Donc, je crois que pour terminer, si la CPI joue vraiment son rôle, on va éviter les conflits et à défaut, on pourra résoudre les conflits qui se posent en poursuivant les auteurs et en procédant à la réparation et à l'indemnisation des victimes de ces violations de droits de l'homme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Julie-Prudence, pour votre présentation qui était riche d'informations. Notamment, vous avez fait une certaine revue de certains pays, le Mali, la Côte d'Ivoire, la République centrafricaine. Je pense qu'on pourra y revenir lors des débats. Pour le moment, j'invite Maître Lambert Nigarwa à prendre la parole pour sa présentation. Merci beaucoup. Merci, monsieur le modérateur, de me passer la parole. Je vais vous entretenir par rapport à la situation, spécialement du Burundi. J'allais parler de la RDC, mais comme on a déjà passé pas mal de temps avec les soucis techniques, je préfère rester uniquement sur le Burundi. Et comme vous le savez, l'avenir de la justice pénale internationale au regard de l'expérience de l'Afrique, et le cas du Burundi constitue forcément un cas particulier et je dirais même un cas d'école par rapport à l'expérience de la Cour pénale internationale. Et depuis donc en 2015, le Burundi est plongé dans une crise très grave, une crise qui est consécutive à la volonté du président Nkurunziza Pierre à sa propre succession. Une volonté qui a été suivie par des manifestations pacifiques contre cette tentative de violer la Constitution et l'historique accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Et depuis donc 2015, depuis cette période, la procureure de la Cour pénale internationale a sorti des déclarations de mise en garde à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'en avril 2016, elle a décidé suite effectivement aux informations qu'elle avait collectées et reçues de la part des organisations de la société civile et sur les crimes commis en toute impunité, elle a décidé d'ouvrir l'examen préliminaire sur le Burundi. La décision donc d'ouvrir l'examen préliminaire a poussé les autorités du Burundi à se retirer du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ce n'était pas une menace parce que le 17 octobre 2017, la menace a été mise en exécution. Le Burundi s'est retiré et effectivement le 17 octobre 2017. C'était 2 jours seulement après l'autorisation de la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale d'ouvrir les enquêtes sur la situation au Burundi. Après donc ce retrait, le Burundi a refusé toute coopération avec la Cour pénale internationale. Il a même interdit l'accès sur son territoire des enquêteurs de la Cour, tout en espérant bien évidemment à échapper aux poursuites qui venaient d'être annoncées par le bureau du procureur. C'est là donc la décision qui a été rendue après le retrait. Les enquêtes vont porter sur les crimes qui ont été commis depuis le 26 avril 2015 jusqu'au 26 octobre 2017, date du retrait du Burundi du statut de Rome. Mais il est précisé également que ces enquêtes pouvaient s'étendre aux crimes connexes perpétrés
pendant une autre période ou à ceux qui ont continué d'être commis en tant qu'État partie au moment des faits. En 2020, cette année, au mois de juin, il y a eu des élections générales qui, malheureusement, quelques jours après les élections, le président Nkurunziza est décédé inopinément. Il est décédé quelques jours après la validation de la victoire de son dauphin, le général Évariste Ndayishimiye, par la Cour constitutionnelle. Et à ce moment, la majorité des Burundais, et les victimes en particulier, espéraient un changement qui pouvait tourner la page sur cette gouvernance macabre, les violences, l'impunité, la corruption, le verrouillage politique et le verrouillage de la liberté d'expression qui avait été érigé en mode de gouvernance par Nkurunziza. Mais malheureusement, le changement tant attendu n'a jamais arrivé. Et par contre, le gouvernement du nouveau président général Évariste Ndayishimiye a lancé la barre plus haut, plus que ce qui a été fait par Nkurunziza d'ailleurs. Et je dirais que les crimes qui ont été commis, et aujourd'hui, il y a plus de crimes que sous le régime Nkurunziza. Plus grave encore, les opposants sont toujours malmenés, arrêtés abusivement, et les droits de l'homme sont bafoués, et les libertés de la presse sont verrouillées. Et grave encore, il y a le discours de la haine ethnique qui est propagé à la longueur de la journée, et un discours qui qualifie une partie de la population des Tutsis comme des chiens envahisseurs à abattre. Et celui qui propage ce discours est un membre du parti au pouvoir et qui jouit l'impunité totale. Il y a quelques semaines, il y a un mois, le gouvernement du Burundi a lancé une campagne de recensement des fonctionnaires de l'État. Et dans ce recensement, ce gouvernement exige la mention de l'ethnie. Il va d'ailleurs étendre ce recensement vers d'autres organisations privées, donc les fonctionnaires, donc non pas les fonctionnaires, mais les membres, le staff des organisations privées. Et vous comprenez que cette démarche cache généralement, obligatoirement, une discrimination ou purement et simplement le pire qui pourrait arriver d'un moment à l'autre. C'est le scénario de ce qui est arrivé au Rwanda avant le génocide de 1994. Aujourd'hui, la grande question est de savoir alors les chances de la CPI pour bien mener ces enquêtes. Il y a exactement plus de 3 ans que les enquêtes sont en cours. Les enquêteurs n'ont pas pu arriver sur le terrain, mais ils font tout ce qui est de leur pouvoir pour continuer à travailler malgré les défis. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le bureau du procureur et les enquêteurs ont un soutien solide de la population, et spécialement les victimes de la culture de l'impunité. Ils ont aussi le soutien des défenseurs des droits humains et des avocats. Et je vous dirais qu'actuellement, plus de 2000 familles des victimes ont déjà donné des informations. Les avocats et les organisations de la société civile ont déjà collecté plus de 2000 dossiers qu'ils ont transmis au bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Et les organisations de la société civile continuent aussi le monitoring des violations des droits de l'homme et les transmettent systématiquement au bureau du procureur pour analyse et revérification. Il y a aussi une organisation de la société civile qui a lancé une campagne sur les traces des personnes disparues. Et aujourd'hui, elle a déjà recensé plus de 300 personnes portées disparues et toutes ces personnes ont été arrêtées préalablement par les agents de l'État, spécialement le Service national des renseignements, certains éléments de la police et des fois de la milice du parti au pouvoir Imbonerakure. Et depuis l'arrestation, on n'a plus de traces sur ces personnes. Donc 300 cas ont déjà bien documenté avec des preuves à l'appui. Le défi qui hante cette procédure de la justice internationale, donc, c'est beaucoup plus le refus de la coopération du Burundi
et spécialement cette interdiction des enquêteurs d'accéder sur le terrain, sur le lieu des crimes et dans la fraîcheur des faits, et ceci constitue vraiment un handicap. Et le travail de la Cour est aussi limité dans le temps, parce que vous comprenez que bien que les crimes continuent en toute impunité, la Cour ne peut pas poursuivre les crimes qui ont été commis après le retrait du Burundi, c'est-à-dire depuis octobre 2017 jusqu'à aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, les crimes ont pris une tournure terrible. Et voilà, aujourd'hui, le soutien fragile des pays africains a un soutien négatif qui soutient le Burundi, et alors que l'Afrique n'a même pas un mécanisme judiciaire pour pouvoir remplacer la Cour pénale internationale, est aussi un handicap sérieux. Et là, on se pose donc la question de savoir l'avenir de la Cour pénale internationale par rapport au cas particulier du Burundi. Et moi, je dirais que le cas du Burundi reste un cas d'école. C'est une expérience de la Cour pénale internationale. Si la Cour ne parvient pas à lancer les mandats aux présumés auteurs, les victimes et tous les activistes qui se sont mobilisés pour collecter et transmettre toutes ces informations nécessaires à l'ouverture de l'enquête vont certainement perdre la confiance et l'espoir d'une justice internationale neutre et indépendante que les Burundais aspirent. Mais nous osons espérer que cela n'arrivera pas. Parce qu'aujourd'hui, un gouvernement à qui on espérait changer les choses, un nouveau gouvernement, au lieu de réhabiliter la justice, au lieu de réhabiliter les victimes de cette crise grave des droits de l'homme, il a plutôt préféré nommer aux hautes fonctions les présumés auteurs de ces crimes. Je citerai ce qui était déjà sous sanction de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique, qui aujourd'hui occupent le poste de Premier ministre et le Super ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. Vous comprenez que c'est aussi une sorte d'insulte aux victimes, mais aussi une sorte de dénigrer toutes les tentatives de résoudre la crise burundaise. Voilà la situation actuelle, une situation particulière, un cas d'école pour la Cour pénale internationale, et nous disons que si la CPI ne franchit pas une étape suivante en poursuivant les auteurs, les présumés auteurs, sa crédibilité serait mise en cause. Mais nous pensons que cela n'arrivera pas et la CPI ne pourra pas accepter cette démarche du Burundi. Parce que si la CPI n'avance pas dans le cas du Burundi, ça aura quand même créé un précédent qui est dangereux par rapport à la justice internationale et fondée sur le statut de Rome. Tous les pays où il y aura des crimes, ils vont chaque fois se précipiter à se retirer dès que la procureure ou le bureau du procureur fera les démarches d'ouvrir des enquêtes. Donc, nous espérons que le cas du Burundi constitue un cas d'école et que cela va jouer sur la crédibilité de la Cour pénale internationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Lambert, pour votre riche présentation qui apparaît notamment sur la situation du Burundi et notamment de ce retrait, parce que le Burundi, c'est le premier pays qui s'est retiré du statut de Rome de la CPI. Je pense qu'on pourra enrichir ce débat lors des interventions qui vont suivre dans le débat interactif. Et pour le moment, j'invite les autres participants à pouvoir prendre la parole. Ça pourra éventuellement être des compléments à ce qui a été dit par nos panélistes. Ça peut aussi être des interrogations, des questions qui sont posées aux panélistes. La parole est à celui ou celle qui aimerait la prendre. Merci. Vous pouvez lever la main ou vous pouvez tout simplement ouvrir le micro et aller tout
tout droit à votre intervention. Lambert, merci beaucoup pour ta présentation. Tu nous as dit que 2000 familles de victimes ont envoyé des déclarations au bureau du procureur et que les crimes continuent avec impunité. Quelle est la suite que le bureau du procureur a donnée aux déclarations qui lui ont été envoyées? Est-ce que vous avez eu un feedback quelconque, comme on dit en bon anglais? Est-ce que le bureau du procureur a dit que vos déclarations lui ont été utiles? Est-ce que le bureau du procureur vous a indiqué à quel moment à peu près les victimes au Burundi peuvent s'attendre à une réaction visible et audible de la part du bureau du procureur? Merci Thomas. Je pense que Maître Lambert peut répondre directement à votre question. Merci beaucoup et merci pour cette question pertinente. Effectivement, comme je l'ai dit, 2000 dossiers des familles des victimes ont été transmis au bureau du procureur. Et pour le moment, le bureau du procureur fait une revérification. Il analyse ces documents et il essaie de contacter bien évidemment les victimes qui ont donné toutes ces informations pour une revérification, pour voir si réellement les informations que le bureau du procureur a sont conformes à la réalité. Mais nous ne sommes pas bien informés par rapport au délai que cela va prendre avant de donner suite à notre réaction. Mais sinon, nos informations ont été bien réceptionnées et bien retenu l'attention nécessaire du bureau du procureur. Et je pense que c'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont poussé le bureau du procureur à ouvrir les enquêtes, parce qu'il avait des informations suffisantes par rapport à l'ampleur de la crise, à l'ampleur des crimes qui ont été commis. Comme il s'agit d'une enquête qui est faite d'une manière confidentielle, nous ne sommes pas informés de l'état d'avancement, mais nous sommes quand même conscients qu'ils sont sur le terrain et nous recevons des informations de temps en temps à travers les victimes que nous accompagnons, qu'ils ont pu rencontrer ces enquêteurs. Et nous espérons qu'ils avancent et qu'un jour ou un autre, ils vont franchir l'étape suivante et ça sera un offre de soulagement de la part des victimes et toute la population burundaise qui aspire à la justice, qui est victime d'une dictature et de l'impunité généralisée. Merci beaucoup, Maître Lambert. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sein des participants? Je vois un commentaire qui nous vient de UN. Je m'excuse si je ne prononce pas correctement le nom. Et il est dit « Les efforts consentis par le gouvernement malien depuis les années 2013-2014, notamment par la domestication et la signature des accords avec la CPI, ne sont-ils pas en train d'être sapés par le recours aux libérations extrajudiciaires, l'adoption LEN, je ne sais pas exactement ce que ça signifie, ou encore les négociations avec les groupes extrémistes dans l'optique de mettre toutes les cartes sur la table pour atteindre la paix. Je ne sais pas si les panélistes Ali et Madame Prudence ont saisi la question. Je pense qu'ils peuvent répondre à la question. Oui, Tu peux prendre la question? Tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Est-ce que je peux demander à UN de poser directement sa question, si la personne est toujours là? Est-ce que vous m'entendez?
Oui, Oui. Oui. Alors, ma question était sur le fait qu'on a entendu tout à l'heure qu'il y avait eu des efforts consentis par le gouvernement malien afin de lutter contre l'impunité avec la domestication de certains éléments du statut de Rome, des signatures d'accords avec la CPI, etc. Mais il y a aussi eu de l'autre côté, comme je le disais dans ma question, des libérations extrajudiciaires, l'adoption récente de la loi d'entente nationale qui a été critiquée et des perspectives de négociation avec les groupes extrémistes et terroristes. Et je me demandais donc si les efforts et les avancées fournis par le gouvernement malien n'étaient pas en train d'être un petit peu sapés avec, avec ces éléments dont j'ai parlé, les libérations extrajudiciaires, la loi d'entente nationale, etc. Je vous remercie. Oui, je peux essayer d'apporter des éléments de réponse et puis peut-être que Ali après pourra compléter. Effectivement, je disais dans la communication qu'il y avait des efforts de domestication du statut de Rome. Ces efforts étaient faits par le gouvernement malien. Et en même temps, dans le cadre de la réconciliation et dans le cadre des différentes rencontres, la communauté internationale encourageait les autorités maliennes à négocier avec les rebelles. Et il y a eu aussi des recommandations qui ont été faites pendant les différents forums pour demander à ce qu'il y ait des échanges avec les mouvements rebelles et tout. Et effectivement, il n'y a pas très longtemps, on a assisté à la libération de plusieurs personnes qui étaient détenues dans le cadre de l'extrémisme violent, qui ont été libérés contre la liberté aussi de certains citoyens qui étaient détenus par les mouvements terroristes. Effectivement, il y a des difficultés à ce niveau. Et ces difficultés sont liées au fait que au niveau de la CPI, de la justice, par exemple, il n'y a pas immédiatement, de mon point de vue, la rapidité dans la gestion des dossiers. Quand on détient des personnes, des acteurs de terrorisme, d'actes violents et qu'on les détient, il y a eu lieu de les juger et de procéder à leur condamnation immédiatement. Si cela n'est pas fait, bon, ça peut entraîner du retard, en fait, dans la mise en œuvre de la justice, comme on le dit de manière générale. Sans oublier aussi que dans l'esprit il y a des accords qui ont été signés. Ces accords, dans leur application, demandent à ce qu'il y ait des négociations. Il revient aux États et aux dirigeants de faire des compromis par rapport et acceptables, en fait, pour protéger les victimes et puis pour protéger les défenseurs. Et Madame Julie, votre micro a été coupé de façon brusque. Est-ce que vous pouvez vérifier votre micro? Madame Prudence Julie, vous nous entendez? Je vais prendre la relève pendant qu'elle est en train d'essayer. Oui, vous pouvez Allô? y aller. Oui, je vais prendre la Ouattara. relève voilà, pour Oui. compléter ce qu'elle a dit, pour dire qu'il faut qu'on parle du principe que lorsqu'il y a des crimes de sang, des crimes graves, ne pourraient être assujettis à une amnistie, à une libération sans avoir purgé une peine. Donc, si on parle de ce principe-là, on ne peut pas accepter que l'État malien, enfin le gouvernement actuel, s'accorde sur des traités et autres au détriment des victimes. Donc, c'est une façon de saper le travail de la CPI sur le terrain. C'est une façon de saper le travail de la lutte contre l'impunité. Et à ce niveau-là, il faut que la société civile dénonce fortement cela et puis se mobiliser dans ce sens-là. Voilà. Donc, nous, par principe, nous ne sommes pas pour ces libérations-là. Nous ne sommes pas pour quand la politique se fasse au détriment des victimes.
nous ne sommes pas pour que les bourreaux puissent, disons, pouvoir demain répéter ce qu'ils ont fait puisqu'il n'y a pas eu de condamnation. C'est en cela que dans mon dernier livre, j'ai dit que l'impunité d'aujourd'hui est le crime de demain. L'impunité d'aujourd'hui est le crime de demain. Si les bourreaux sont laissés sans punition, évidemment, ils seront encouragés à récidiver. Si les victimes également n'ont pas justice, s'ils ont l'opportunité, ils seront obligés de se venger. Donc l'impunité d'aujourd'hui va créer les crimes de demain. Donc nous ne sommes pas pour cette façon de faire des autorités maliennes. Il faut qu'on se mobilise pour qu'on puisse dénoncer cela et qu'on n'entre pas dans cette impunité-là. Merci. Merci beaucoup, Ali Ouattara. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions, des compléments? La parole est à celui ou celle qui aimerait la prendre. Le bureau du procureur dit depuis très longtemps qu'il va y avoir une enquête CIV2 contre l'autre camp dans le conflit. Est-ce que vous voyez des traces visibles des enquêtes contre l'autre camp après que nous ayons vu l'acquittement de Gbagbo et Blé Côté? Merci. Qu'est-ce que vous appelez trace visible? C'est un langage codé, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on appelle trace visible? Eh bien, Lambert vient de nous expliquer comment le bureau du procureur a reçu plus de 2000 déclarations de la part des familles des victimes, qu'il les a bien reçues, qu'il a contacté les familles des victimes, qu'il nous a dit que Lambert et les familles des victimes sont convaincus que le bureau du procureur fait son travail, qu'il est en train d'analyser ces déclarations. Est-ce que vous pouvez observer une activité comparable en Côte d'Ivoire? Ce que nous savons au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est que plusieurs fois, des enquêteurs du bureau du procureur sont venus à Abidjan. Ça, on peut le certifier. Et on sait qu'également, ils ont rencontré beaucoup de témoins, des victimes, ils sont allés sur le terrain. Ça également, on peut le certifier. Maintenant, d'autres traces visibles, on ne saurait vous le dire. Nous ne sommes pas dans les secrets des dieux pour savoir réellement ce que cela peut présager. Mais en tout cas, on nous a dit que l'enquête même était pratiquement bouclée et qu'ils sont en train de faire des analyses pour éventuellement émettre des mandats éventuellement. Voilà. Donc, on a interpellé plus d'une fois le bureau du procureur. On a interpellé les membres du bureau du procureur dans ce sens-là plusieurs fois. Donc, c'est ce qu'on peut dire pour le moment. Nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. On ne peut pas présager d'autres choses. On sait que les enquêtes ont eu lieu. Ils sont venus plusieurs fois à Abidjan. Ils sont allés sur le terrain. Ils ont rencontré les personnes qui sont impliquées, les victimes. Ils ont rencontré beaucoup de personnes dans ce sens-là. Voilà. Merci beaucoup, Ouattara. J'en profite pour poser une petite question, notamment à Maître Lambert qui a beaucoup évoqué la question en rapport avec le retrait du Burundi. Si mes informations sont bonnes, il paraît qu'il y a un autre pays africain qui s'est déjà retiré du statut d'homme de la CPI. Et le même mouvement s'observe actuellement à propos de la Cour africaine des droits de l'homme, où un certain nombre de pays qui avaient ratifié le protocole qui permettait aux citoyens de ces pays de pouvoir saisir la Cour africaine des droits de l'homme sont en train de retirer en cascade, si je peux oser dire ainsi, cette possibilité qui était reconnue à le citoyen. Est-ce que vous ne craignez pas que cette hémorragie puisse continuer dans le temps si des actions concrètes, je ne sais pas lesquelles, ne sont pas engagées? Il y a une question connexe qui est posée à Ali Ouattara. En tant que coordinateur du réseau africain des coalitions nationales pour la CPI, est-ce que vous pensez qu'il y a des actions qui pourraient être menées pour que les États africains ou d'autres entités puissent
éviter, sensibiliser l'importance de la CPI au nom des victimes. Merci. Et merci beaucoup. Merci pour cette question. Mais sauf erreur de ma part, il n'y a pas un autre pays africain qui s'est retiré du statut de Rome. Parce qu'au départ, c'était le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie qui avaient menacé de se retirer. Et seul le Burundi, avec le changement du régime, le nouveau pouvoir a adhéré au statut de Rome, donc il a encore une fois adhéré au statut de Rome, tandis que l'Afrique du Sud et la Cour constitutionnelle a invalidé cette décision. Jusqu'à présent, il n'y a pas un autre pays africain, sauf bien évidemment les Philippines qui se sont retirées il y a quelques, je crois l'année dernière. Et les Philippines aussi, c'était le même cas que le Burundi. Et le bureau du procureur avait annoncé, je crois, l'examen préliminaire sur la situation aux Philippines. Et du coup, les Philippines ont décidé de se retirer de la même manière comme le Burundi. Et c'est justement là où j'ai parlé du précédent dangereux. Si la CPI se laisse berner dans ce sens, cela peut conduire à tous les pays qui assistent aux violations graves et à la commission des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Si ces pays osent ouvrir une enquête, ils vont se retirer. Mais la question est pertinente et mérite beaucoup plus de sagesse et de prudence dans l'analyse. Et c'est le cas aussi des États-Unis qui menacent la Cour pénale internationale. Et nous osons espérer qu'avec les dernières élections, avec la victoire de Joe Biden, j'espère que les États-Unis pourront aussi revenir sur la décision de sanctionner le bureau du procureur et ça sera en pause. Et voilà le cas des pays africains qui se retirent en cascade de la Cour africaine des droits de l'homme. Et vous vous souviendrez que la Cour africaine des droits de l'homme il y avait un projet de doter de cette cour de la chambre criminelle à travers le protocole de Marabo, un protocole qui n'a jamais été signé par plusieurs pays, qui n'a jamais été entré en vigueur. Mais c'était une chambre aussi qui n'avait pas une compétence réelle, parce que dans cette compétence, les hauts fonctionnaires de l'État ne pouvaient pas être poursuivis par cette chambre criminelle. Et vous comprenez que surtout, si les crimes qui ont été commis sont des crimes du droit international, et ceux qui ont le pouvoir et qui ont la capacité de commettre ces crimes, ce sont des hautes personnalités qui ont une armée, une police ou une milice. Et si les hauts fonctionnaires, sans toutefois justifier ou définir ce que signifient les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire que ceux qui ont la capacité de commettre ces crimes étaient déjà amnistiés d'avance. Donc, ce n'était même pas nécessaire de créer cette chambre, surtout que ceux qui pouvaient être poursuivis par la chambre étaient déjà amnistiés d'avance. Et cette hémorragie, ce retrait en cascade, c'est aussi un défi au niveau de notre continent africain. Il y a un problème au niveau de notre leadership. Il y a des leaders qui se couvrent mutuellement alors qu'ils sont auteurs de ces crimes. C'est un défi qu'il faut analyser d'une manière globale, mais je pense qu'il faudra que la génération africaine puisse prendre conscience de cette culture de l'impunité qui gangrène notre continent au lieu d'attaquer la CPI comme quoi c'est une justice impartiale. Il faut se mettre du côté des victimes qui sont nos frères, nos amis, et au lieu de s'attaquer à la Cour qui ne fait que son travail. Je suis sûr que la Cour enquête sur une situation réelle et vérifiable et les faits sont là et sont écrits. Tandis que
veulent attaquer la Cour ne se mettent jamais du côté des victimes, ils se mettent du côté des auteurs qui sont les puissants, qui prennent les décisions. Merci, Maître Lambert. Oui, concernant les coalitions de l'Afrique francophone pour la CPI, nous avons commencé déjà à faire un travail de plaidoyer pour le non-retrait de certains pays. Et nous avons dans nos actions, dans notre plan d'action, justement des actions que nous devons mener dans ce sens-là. Mais déjà, pour le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons fait une déclaration à l'Union africaine, aux membres de l'Union africaine pour leur demander de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse revenir sur sa décision, également aux autorités ivoiriennes dans ce sens-là. Donc, nous n'avons pas baissé les bras. Autant nous faisons des actions pour que les États africains ne se retirent pas de la CPI, autant également, de la même façon, nous menons des actions de plaidoyer pour que les États africains ne se retirent pas de la Cour africaine. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons rencontré justement des autorités sur place après avoir fait la déclaration. Et il y a eu un large écho de cela. Et nous espérons qu'avec les élections qui sont finies, donc l'émotion va partir et que les raisons vont dominer et que les autorités ivoiriennes reviendront, par exemple, sur leur décision. Donc, il faut expliquer la nécessité de cette cour-là, l'importance de cette cour-là pour lutter contre l'impunité. Voilà. Merci. Merci, Ali Ouattara. Nous avons perdu Madame, pensant qu'elle était en train de faire une intervention. Je ne sais pas si elle est de retour et si elle voudrait terminer son propos. Madame Julie, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends bien. J'étais perdue, j'avais été coupée. Je vous ai rejoint il y a quelque temps. J'ai suivi les interventions. Est-ce que vous pouvez allumer votre écran? Eh bien, est-ce que vous voulez terminer votre propos? Non, en fait, j'avais presque fini parce que je convenais avec l'intervenant qu'effectivement, il y avait des difficultés à ce niveau parce qu'il y avait le sacrifice des victimes à l'argument de préserver la paix et que dans ces conditions, effectivement, il y a eu une impunité qui se consacre parce que c'est comme une sorte d'amnistie par rapport à ces personnes-là qui ont commis des actes dont les actes sont prouvés et tout, et qui n'ont malheureusement pas été jugés tout simplement parce que pour mettre en œuvre les accords, ils ont été libérés pour obtenir un consensus autour d'un point donné. Donc, c'est juste ce que je voulais dire pour conclure mon propos. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut recevoir d'autres intervenants au sein des participants. Je ne sais pas si Thomas, vous avez une autre question. Oui, une autre intervention à faire. Non, pas en ce moment, mais j'aimerais bien savoir le nom et l'affiliation de la dame de la République centrafricaine, parce que je n'ai pas bien compris. Si vous pouvez l'écrire, s'il vous plaît. Oui, c'est Julie du Burkina. Oh, excusez-moi, excusez-moi. Oui, c'est Julie, elle est de la République burkinabèse. Oui, elle est magistrat, elle est conseillère à la Cour d'appel de Ouagadougou, elle est militante des droits de l'homme, militante des droits de la femme aussi. Je vais l'écrire tout de suite en message, comme ça tout le monde pourra voir le nom et tout, comme il le demande. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants, il y a d'autres questions, d'autres compléments au sein des participants? Je ne sais pas si les panélistes ont également autre chose à ajouter à propos à ce qui a été déjà dit. Je vous rassure, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais les poser parce qu'on doit consommer le temps qui est devant nous et il nous reste environ une trentaine de minutes. Une question à Madame Julie.
Vous avez évoqué tout à l'heure les accords. Est-ce que vous m'entendez, Madame Julie? Je vous entends bien. Je disais que j'aimerais vous poser une question à propos des accords de coopération qui ont été passés entre la CPI et certains pays que vous avez déjà cités. Est-ce que vous pensez que ça relève d'une volonté réelle de ces autorités? Ce sont des cas pratiques ou c'est tout simplement pour plaire à la communauté internationale comme ont l'habitude de refaire certains pays africains? Est-ce que ça relève d'une volonté de lutter efficacement contre l'impunité? Parce que pour moi, je pense que ces États que vous avez nommés sont en avance par rapport à la mise en œuvre du statut de Rome de la CPI. Mais j'aimerais vous entendre vous exprimer sur la volonté réelle ou présumée de ces États dans la lutte contre l'impunité. Est-ce que c'est une avancée? Un des pays qu'on dirait qu'ils cheminent vers une bonne voie dans la lutte contre l'impunité, ou bien c'est du simple formalisme qu'ils ont fait? D'accord. En fait, merci pour cette question, mais c'est une question qui est assez, je dirais, en fait, ça dépend du résultat qu'on va obtenir à la fin. Parce que la signature d'un accord est toujours salutaire. Parce que c'est un accord, par exemple, entre la CPI et le Mali j'avais cité plusieurs accords, l'exécution des peines de la Cour pénale internationale, par exemple, ou encore les privilèges et les immunités, ou encore les accords concernant les conditions d'installation du travail du personnel. Ce sont des accords pour faire avancer la situation, pour préserver les droits humains. Maintenant, la mise en œuvre de ces accords, en réalité, c'est là que se pose le problème. Est-ce que ces accords se mettent en œuvre comme il se doit? Est-ce que les conditions sont remplies pour que ces accords se mettent en œuvre? Est-ce que les différentes parties qui signent les accords sont de bonne volonté et ont les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de ces accords? Sinon, c'est bon de signer des accords parce qu'il y a des clauses effectivement qui permettent de préserver les droits humains, mais leur mise en œuvre, c'est là que la question se pose. Si les accords sont signés et ne sont pas mis en œuvre, ça ne sert à rien de les signer. S'ils sont signés et sont mis en œuvre, ça, c'est quelque chose de salutaire. Et pour le cas du Mali, vous avez vu qu'effectivement, il y a un bureau qui est installé au Mali. Et ce bureau est censé travailler en collaboration avec les autorités maliennes pour protéger et promouvoir et protéger les droits humains. Il y a un pôle judiciaire qui a été créé. Il y a un représentant spécial qui a été désigné. Donc, ce sont des actes qui sont posés pour faire avancer les choses. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on obtient sur le terrain? On attend d'évaluer tous ces aspects et de voir quel est l'impact de ces accords-là. C'est ce que je peux dire en tout cas. Merci beaucoup. Je ne sais pas si parmi les panélistes, il y a un complément que vous voulez apporter. Je vous rappelle que vous pouvez aussi poser les questions à travers la rubrique discussion, mais de préférence, vous pouvez allumer votre micro et prendre la parole si vous voulez bien. J'entends une voix, je ne sais pas si c'est une intervention ou bien si c'est une petite erreur. Je pense que c'est la voix d'Élise Kepler de Human Rights Watch. Elle n'a pas mis son micro. On vient de intervenir. Madame Élise, vous voulez intervenir? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, on vous entend très bien.
Oui, c'est très tôt pour moi. Je suis avec les enfants, donc c'est impossible pour moi d'intervenir, mais j'écoute à tout et je suis très contente de vous entendre. Merci De beaucoup. vous écouter. Salutations aux enfants. Ah, merci. Alors, une question à M. Ouattara. C'est à propos de la Guinée. Je pense que c'est vous ou Madame Julie qui a évoqué le cas de la Guinée. On a entendu dernièrement que il y avait d'autres communications faites au procureur et à Madame le procureur près de la CPI à la suite des événements tragiques qui ont émaillé les récentes élections en Guinée. Est-ce que vous pensez que la situation politique en Guinée, mais ça a été même le cas, je pense, en Côte d'Ivoire, même si les ampleurs peuvent être différentes, est-ce que cette situation politique, quel peut être l'impact de ce que certains appellent un retour ou une marche en arrière de la démocratie en Afrique de l'Ouest, notamment pour le cas de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, et ces actions et cette saisine de la CPI? Est-ce qu'il y a une corrélation? Ça pourrait inciter les autorités de la CPI, notamment le procureur, à agir davantage sur la situation en Guinée, compte tenu de ce qui se dit par rapport à l'état de la démocratie dans ce pays? Merci. Comme je l'ai déjà dit, les coalitions francophones d'Afrique francophone pour la CPI, dans notre travail, nous faisons un travail de prévention. Et donc, dans ce cadre-là, avant les élections en Guinée, on avait déjà senti des signes avant-coureurs de crimes qui pourraient être commis avec l'atmosphère qu'il y avait. Donc, les différentes coalitions des pays d'Afrique francophone ont interpellé la procureure pour qu'elle puisse lancer un signal fort aux autorités de Guinée. Et ce qu'elle a fait d'ailleurs. Nous disons que notre appel a été entendu à ce niveau et donc ça a certainement eu un impact sur disons, le comportement des forces de l'ordre et des autorités politiques. Donc ça a quand même atténué plus ou moins la commission des crimes graves. Et c'est ce genre de travail qu'il faut qu'on puisse continuer. Nous allons le continuer à nos niveaux. Il faut également que la CPI, à son niveau également, puisse prévenir. Le travail de la CPI n'est pas un travail de répression seulement. C'est aussi un travail de prévention, de dissuasion surtout. Quant au volet mise en main de la démocratie, effectivement, oui, nous sommes d'accord qu'en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec le problème de mandat, de troisième mandat, avec le problème de liberté privée, effectivement, c'est un danger que nous constatons. Donc, en tant que société civile, nous devons donc apporter notre pierre à l'édifice en travaillant justement pour que les autorités de nos différents États puissent comprendre la nécessité de vraiment appliquer la démocratie et donc de respecter les droits humains de façon véritable. Donc, nous sommes, tout comme tout le monde, nous sommes inquiets de ce qui se passe, aussi bien en Guinée, en Côte d'Ivoire, même prochainement au Bénin, au Sénégal, au Nigeria. C'est toute l'Afrique de l'Ouest en fait qui est concernée. Donc, il y a un travail de sensibilisation, un travail d'éducation qui doit faire à notre niveau. Et nous sommes en train de le faire à notre niveau. Merci. Merci beaucoup, Ouattara. Une question peut-être que j'aimerais poser à Maître Lambert en attendant d'éventuelles interventions au sein des participants dans cette session. Maître Lambert, vous êtes président de la coalition burundaise pour la CPI. Il n'y a pas longtemps, on a entendu qu'il y avait un réchauffement des relations diplomatiques entre les Nations Unies et le gouvernement du Burundi, mais aussi il y a une tendance à la reprise de la coopération entre le Burundi et l'Union européenne, parce que
Le président Évariste Ndayishimiye vient de recevoir en audience les diplomatiques européens, certains diplomatiques européens accrédités à Bujumbura. Est-ce que la reprise d'une coopération normale avec la communauté internationale par le gouvernement du Burundi, est-ce que vous ne pensez pas que cela va ralentir d'une certaine manière les actions de la CPI par rapport à la situation au Burundi? Parce que personnellement, je me dis que la CPI, dans son action, tient en compte aussi les efforts de paix, les efforts de coopération. Donc, le contexte politique aussi, je pense que c'est un élément qui est pris en compte par la CPI dans son action. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. C'est une question très pertinente. Mais à mon humble avis, je ne dirais pas que le réchauffement des relations diplomatiques entre le Burundi et les Nations Unies puisse interférer par rapport aux actions de la CPI. Pourquoi? Parce que il suffit de lire la récente déclaration des Nations Unies, la déclaration présidentielle des Nations Unies sur la situation au Burundi. Il est vrai, le Burundi, les Nations Unies a réduit les rapports qu'il faisait sur le Burundi régulièrement. Et ces rapports ont été bien évidemment réduits. Il disait qu'il y a eu une accalmie par rapport à la situation. Mais dans ce même rapport, les Nations Unies relèvent la persistance de la violation des droits de l'homme au Burundi. Et que ce qui est beaucoup plus important que j'ai pu noter, c'est que les Nations Unies ont recommandé au gouvernement du Burundi de tenir responsables les auteurs des crimes commis au Burundi. Et là, vous comprenez que c'est aussi un message important. Bon, il est vrai, les Nations Unies et surtout le Conseil de sécurité peut suspendre des enquêtes déjà en cours menées par la Cour pénale internationale. Mais à lire le rapport des Nations Unies, et reconnaît quand même que les violations des droits de l'homme continuent en toute impunité au Burundi. Ça se lit dans le rapport, mais aussi il recommande de tenir responsables les auteurs des crimes. Cela traduit exactement à ce que nous disons que les crimes continuent à se commettre et que ce n'est plus caché. Par ailleurs, la commission d'enquête des Nations Unies a vu son mandat renouvelé pour la 5e fois. Et c'est la toute première fois dans l'histoire des Nations Unies. Et ça dit ce que ça dit. Je pense que ce qui a été dit dans la déclaration et les relations diplomatiques renouvelées officiellement, ça relève de la politique. Sinon, les droits de l'homme, les crimes qui sont commis ne pourront pas rester impunément et sous prétexte que les Nations Unies veulent rétablir les relations. Il n'y avait pas d'autre marge de manœuvre, surtout que le Burundi avait fermé l'Office des Nations Unies au Burundi. Le Burundi avait coupé tout contact avec les Nations Unies. Il devait donc y avoir une certaine manière de trouver un cadre d'échange et de dialogue. Moi, je trouve que la déclaration est d'une manière et d'une autre équilibrée, et bien que ce n'est pas un rapport qu'on s'attendait dans le contexte actuel. Et par rapport aux relations entre le gouvernement du Burundi et l'Union européenne, ça aussi, c'est un rapprochement diplomatique et politique, parce qu'il n'y a pas longtemps que l'Union européenne avait renouvelé les sanctions qu'elle avait prises contre certaines autorités burundaises, dont le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui est d'ailleurs cité dans plusieurs crimes qui ont été commis depuis la crise de 2005. Je ne pourrais pas me prononcer par rapport à ce qui va suivre, mais j'attends ce qui va être décidé par rapport à l'article 96 de l'accord de Cotonou, qui concerne beaucoup plus les droits de l'homme.
Si l'Union européenne décide de lever cette sanction, ça sera une grave erreur, et surtout que l'Union européenne fait partie des institutions internationales qui ont toujours dénoncé les violations graves en train de se commettre. L'Union européenne a soutenu la résolution, surtout le renouvellement du mandat de la Commission d'enquête des Nations Unies sur la situation au Burundi. Et je reste persuadé, mais je garde l'espoir que les Nations Unies et l'Union européenne ne vont pas fermer les yeux face aux crimes qu'ils ont commis en toute impunité au Burundi. C'est du moins mon humble avis. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos réponses qui me paraissent convaincantes ou du moins raisonnables. J'aimerais savoir s'il y a des participants qui aimeraient aussi poser des questions, faire des interventions. Sinon, avant qu'il y ait d'autres interventions, je peux poser une petite question à Madame Julie. Est-ce que vous êtes toujours là, Madame Julie? Je suis là, je suis là. Ah, j'espère qu'on peut vous revoir. D'accord, merci. Ma petite question, vous avez fait des recommandations intéressantes à mon avis à l'endroit de certains États, notamment en matière de politique qui doivent être adoptées. Est-ce que vous pensez que du côté de la CPI, il y a quelque chose à faire pour améliorer la coopération entre les États africains et la CPI? Oui, je crois qu'on l'a rappelé tantôt. C'est d'ailleurs un aspect qui est très, très important. Je crois, à mon humble avis, qu'on peut améliorer la collaboration entre la CPI et les différents États. Mais des actions doivent être menées non seulement par les différents États partis, mais également par la CPI. Et c'est pourquoi j'ai parlé d'une stratégie de communication pour mieux faire connaître la CPI par les différents acteurs, que ce soit les acteurs communautaires, que ce soit les leaders, que ce soit les professionnels tels que les magistrats ou en tout cas tous les auxiliaires de la justice, que ce soit les autorités des différents États. Il est bon que les États sachent exactement comment fonctionne la CPI, que dit le statut de Rome et comment on peut mieux collaborer avec la CPI. Et ça, c'est important parce que ça va améliorer le travail de la CPI et améliorer la collaboration. D'un autre côté, il est important que la CPI soit en dialogue avec les différents États pour faire le plaidoyer pour l'adoption des différentes politiques dont j'ai parlé. Une politique pour la protection des victimes, la protection des témoins, une politique pour, par exemple, la mise en place de mécanismes pour accueillir les femmes qui ont été victimes, surtout les victimes de violences sexuelles, pour une prise en charge totale, une prise en charge psychologique de ces personnes qui sont victimes. C'est vraiment des recommandations qui sont fortes. Au moins, à défaut de pouvoir juger les personnes, les auteurs de ces crimes qui, le plus souvent, sont laissés et ne sont pas poursuivis ou bien sont relâchés en faveur de certains accords, au moins que les victimes puissent être soulagées d'un côté, notamment physiquement ou moralement ou encore financièrement, qu'elles puissent au moins être soulagées sur ce plan parce que ça compense un tant soit peu la douleur que ces victimes ont subie. Imaginez-vous des victimes qui vivent avec leur bourreau, qui ne sont pas poursuivis, qui ne sont pas inquiétés. Elles vivent dans la crainte, non seulement, mais elles sont démunies de tout. Et démunies, c'est sur tous les plans, que ce soit sur le plan moral, sur le plan financier, sur le plan physique. Elles vivent dans la crainte, elles vivent dans la peur. C'est pas supportable. Donc, au moins, à défaut, comme que la CPI puisse prendre des dispositions comme le fonds qui a été pris, mais que le fonds, par exemple, puisse être délocalisé et être adapté au contexte et aux spécificités des différents pays qui bénéficient de ce fonds-là. Parce qu'il faut aussi alléger les procédures pour permettre justement une prise en charge plus ou moins rapide, parce que c'est de ça que les victimes ont besoin. Elles ont besoin de ça. La paperasserie, les procédures, c'est bien, mais les victimes ont besoin d'actes concrets pour vraiment être
se retrouver, si je peux parler ainsi. Donc, c'est pourquoi ces recommandations ont été faites et ce sont des recommandations en faveur desquelles la CPI doit travailler, en faveur desquelles les États parties aussi doivent travailler. Une autre question qui vous est posée, vous êtes magistrate, vous avez une expérience confirmée dans la carrière de magistrature. Vous savez combien les victimes ont toujours tendance à avoir justice le plus rapidement possible pour oui. au fin de la réparation, au fin de la vérité, au fin de la justice tout court. Que diriez-vous à ceux et celles qui pensent que la justice internationale, notamment celle de la CPI, est tellement lente, tellement qu'elle perd de son efficacité? Quel est votre commentaire? C'est vrai que c'est un reproche qui est fait le plus souvent au système judiciaire de manière générale, que ce soit les systèmes nationaux, que ce soit les systèmes internationaux. Ce sont des critiques qui sont faites le plus souvent au système judiciaire. Mais en réalité, ce sont les procédures qui le dictent parce qu'il faut instruire. Et instruire, c'est quoi? C'est rassembler toutes les preuves à charge et à décharge afin de pouvoir justement juger de la culpabilité ou de la non-culpabilité de l'auteur que vous avez poursuivi. Et c'est une tâche qui n'est pas facile, surtout lorsque, par exemple, la CPI est basée à La Haye et que les faits se sont commis dans un état X donné à des kilomètres, à des milliers de kilomètres, où on a eu le temps, par exemple, de faire disparaître des preuves, où on a eu le temps, par exemple, de faire taire certains témoins, de faire peur à certains témoins, où les victimes se sont recroquevillées sur elles-mêmes parce qu'elles ont peur de ne pas avoir la protection nécessaire. C'est encore plus difficile d'investiguer dans ces conditions-là. C'est pourquoi il est nécessaire justement de prendre des mesures nécessaires, soit pour renforcer les systèmes juridiques nationaux ou encore pour donner, délocaliser, comme on l'avait proposé, la justice pénale internationale qui viendra juger là où les faits se sont commis, à condition que l'État collabore. Parce que si l'État ne collabore pas, comme certains pays qui quittent le statut ou qui renoncent, bon, dans ces conditions, c'est difficile. Mais toujours est-il que le reproche de la lenteur de la justice, je ne vais pas dire il est universel, mais il est là. C'est une préoccupation qui est là. C'est une préoccupation que nous-mêmes, en tant que professionnels, nous connaissons. Le plus souvent, nous travaillons à réduire au plus les délais, mais en tenant compte bien sûr de la loi, puisqu'il y a la loi qui dicte même ces délais, qui dicte les procédures, qui dicte les manières dont il faut travailler et tout. Donc, on ne peut pas passer outre tous ces aspects-là. Mais il faut savoir que c'est vraiment ça a un impact sur les victimes parce que les victimes attendent réparation et le plus vite possible. C'est deux choses qu'il faut essayer de concilier et il faut essayer de trouver le juste milieu, mais il faut aussi respecter la loi parce que les lois aussi sont faites pour ça. Il y a des procédures, il faut les respecter, mais il faut trouver le juste milieu pour que la loi soit dite selon dans sa rigueur, mais également qu'on puisse tenir compte de la situation des victimes. Merci, Madame Julie, pour vos réponses si percutantes. Je pose une question, je pense qu'on chemine également vers la fin. Je pose une question à M. Ouattara. C'est un événement qui a été évoqué par Maître Lambert, mais je me permets de poser la question à Ouattara, il pourra éventuellement vous compléter. L'événement en question, c'est les récentes élections américaines qui ont fait que Joe Biden a été déclaré vainqueur de ces élections avec la défaite de Donald Trump. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a fait en rapport avec la coopération internationale et ainsi de suite. Est-ce que ça vous donne un sentiment que la CPI va être renforcée à la suite de cette élection de Joe Biden? Merci. En tout cas, nous avons anticipé, comme je l'ai dit, notre travail au niveau des coalitions francophones d'Afrique, c'est le travail aussi de prévention. Donc, lorsque les sanctions avaient été émises contre
la procureure et des membres de son bureau, notre structure a fait une déclaration demandant aux autorités américaines de revenir sur les décisions et donc de ne pas s'immiscer dans le travail de la Cour. Et nous avons fait sortir les avantages que pourraient avoir les États-Unis en collaborant, en travaillant avec la CPI. Et donc aujourd'hui, celui qui était à l'origine, disons, de ces sanctions-là, va partir. Donc nous faisons un grand espoir à notre niveau. Et dès l'instant où le nouveau président sera installé, je crois que nous allons commencer à faire un travail dans ce sens-là pour que les États-Unis puissent jouer leur rôle véritable de pays de justice et de pays de droits humains. Voilà ce que nous pouvons dire pour le moment. Donc nous nourrissons beaucoup d'espoir dans ce sens-là. Merci. Merci à vous. Est-ce que Maître André, vous voulez ajouter quelque chose? Parce qu'on est à 5 minutes de la fin. Je n'ai pas bien saisi la question. Par rapport à la nouvelle administration américaine, oui. Je pense que même si Joe Biden n'a pas encore prononcé une allocution dans ce sens, bon, il n'a même pas pris ses fonctions officiellement. Mais parmi les mesures qu'il va prendre, on a déjà entendu qu'il va faire revenir les États-Unis sur l'accord de Paris, mais aussi la récente décision sur l'OMS. Pour la question de la CPI, on n'a pas encore entendu quelque chose, mais sans doute qu'il va aussi revoir sa décision. Sinon, comme Ali vient de le dire, il faudra qu'on entre en contact avec la coalition. Il y a d'ailleurs une bonne chose, il y a la coalition américaine pour la Cour pénale internationale. On pourra entrer en contact avec la coalition américaine pour la Cour pénale internationale pour savoir si elle n'a pas, comme organisation locale, n'a pas encore saisi cette occasion pour soumettre à la nouvelle administration américaine de revoir cette décision. En tout cas, c'est une question qui pourra être mise sur table dès que la nouvelle administration va entrer en fonction. Merci beaucoup. Je pense qu'on est à la fin de cette session. J'aimerais inviter éventuellement M. Ouattara s'il veut prononcer un mot de la fin. Après quoi, avant de quitter, au fin de l'enregistrement, au fin d'archivage, on va demander à toutes les personnes de pouvoir allumer juste quelques secondes leur caméra pour prendre une photo d'ensemble, une photo pour l'événement, si ça ne vous gêne pas. Monsieur Ouattara, est-ce que vous voulez prononcer un petit mot de la fin? Bon, je voudrais encore une fois retirer nos remerciements à tous nos partenaires qui nous ont permis justement la tenue de cette activité-là. Je vais parler précisément du World Federal Movement Institute for Global Policy et également de la coalition, la CICC, la Coalition for International Criminal Court, donc la coalition mondiale, et également notre interprète, même si ça a été difficile au niveau de l'interprétation, et donc les membres de notre bureau, notamment le secrétaire général Lambert et puis la présidente Julie et tous les autres membres qui se sont joints à nous pour que cette activité soit une réussite. Et dire qu'au niveau de la CPI, comme je l'ai dit dans ma conclusion, la CPI, sa création a suscité beaucoup d'espoir. Bon, aujourd'hui, il apparaît que l'avènement de cette CPI-là est tout de même salutaire, même si le bilan est mitigé. Donc, puisque son existence même peut être une certaine mesure dissuasive et surtout permettre une paix durable. Donc, nous demandons aux uns aux autres d'être un peu indulgents envers la CPI qui est encore jeune, parce que les défis sont nombreux et des erreurs ont pu être commises par la CPI. Donc, il faut que nous puissions aider la CPI à surmonter ces épreuves-là et à les corriger.
Parce que c'est l'espoir, quoi qu'on dise, c'est l'espoir pour une justice universelle, pour une paix durable et un développement permanent de nos États. C'est l'espoir pour la lutte contre l'impunité. C'est l'espoir pour les victimes. Donc, aidons la CPI, aidons la justice pénale internationale. Encore une fois, je dis l'impunité d'aujourd'hui et les crimes de demain. Évitons cette impunité-là. Merci beaucoup. Merci, M. Ouattara. Est-ce qu'on peut demander aux participants qui n'auront pas encore fait d'arriver un peu les caméras et comme ça, après quoi on va se dire au revoir? Parce que le technicien m'a dit qu'il doit prendre la photo d'ensemble. Nous sommes déjà 6, c'est bon. Il y en a qui sont déjà partis. Est-ce qu'on peut demander aux autres de faire ainsi? Sinon, je pense que le technicien est en train de prendre la photo. Il y en a. Est-ce que les autres, vous pouvez vous... Ah, je pense qu'ils sont déjà partis. Je vois qu'il y en a qui ont dit qu'il ou elle était... OK. La réunion a pris beaucoup de temps, c'est normal. 2 heures, c'est pas simple. Oui, c'est beaucoup de temps, mais en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'interprète aussi qui était disponible pour nous aider, mais la technique a fait que son travail ne soit pas fait, mais ce n'était pas de sa faute. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Et je pense qu'on peut... En tout cas, merci aux panélistes Ali Ouattara, merci à Madame Julie, merci à Maître Lambert, merci aux différents intervenants, merci aux différents participants, à l'interprète. Je vous souhaite de passer un agréable après-midi. Portez-vous bien. Nous sommes dans un contexte sanitaire très délicat, mais de toute façon, je pense que d'ici peu, on va s'en sortir. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Peuple campé sous des pieds, destin on se la main oubliée, ouvert au clair pour veiller sans arrêt, que depuis autant de besoin à faire régler sous la pied. Peuple campé sous des pieds, destin on se la main au poulier, ouvert au clair pour veiller sans arrêt, que depuis autant de besoin à faire régler sous la vie.